C'est bon? Vous voyez bien? Oui, oui. Bah oui. Bon, bah, c'est parti. C'est parti. Bon, bah j'espère que j'espère que vous l'avez un petit peu préparé parce que sinon on va peut-être un petit peu vous perdre. Mais on a tout fait comme en condition de concours, donc on a mis les aides au calcul et tout ça comme vous aurez le jour du concours. Le premier exercice, c'était un exercice de dilution. Tu peux passer, j'ai remis le sujet. Voilà, où là le but c'était de préparer une solution d'alcool à 60 degrés à partir d'alcool à 90 degrés et du coup d'eau. Tu peux passer. Là, il y a plusieurs étapes. En premier, du coup, les questions sont toujours faites dans l'ordre. Enfin, vous embêtez pas, à chaque fois, en fait, vous allez reprendre la réponse de la question précédente pour passer à l'étape suivante. Du coup, pour commencer, il fallait trouver la masse d'alcool dans la solution finale. Sauf que pour ça, on ne peut pas le trouver directement. Il va falloir d'abord passer par la masse totale de la solution. Pour ça, vous utilisez la formule M est égal à ρ fois V. Rho, il faut bien penser à le mettre en mètres cubes, kilogrammes par mètre cube. Non, grammes par mètre cube, pardon. Donc là, dans l'énoncé, elle était déjà donnée. C'était déjà comme. Oui, c'est ça, kilogrammes par mètre cube. Je croyais que je m'étais plantée, mais non. Elle était déjà dans les bonnes unités, donc il n'y avait rien à changer. Et le volume, il fallait bien penser à le mettre en litres. Là, vous aviez du coup M60. En fait, la solution finale, c'est une solution d'alcool à 60 degrés. Donc, du coup, vous cherchez la masse d'une solution à 60 degrés, qui est égale à la masse volumique de l'alcool à 60 fois le volume total de la solution. Donc, vous trouviez 300 grammes tout rond. Après, vous pouviez seulement chercher la masse d'éthanol dans la solution finale. Et la formule à bien retenir, c'est la masse d'éthanol est égale à la masse du degré de l'alcool fois le titre massique de cet alcool qu'on met en pourcentage. C'est pour ça qu'on divise par 100. Donc la masse à 60, c'est celle que vous veniez de trouver, 300, fois 52,09 qui était le titre massique de l'alcool à 60, divisé donc par 100, et vous obtenez 156,27. C'était la réponse A. Si vous aviez mis la B, ça veut dire que vous avez considéré que la solution finale, elle était à 90 degrés. Donc attention à ça. Pour la C, c'était juste une faute d'inattention. Vous êtes trompé de titre massique. La D, la masse totale de la solution, c'était 33 centilitres d'une solution à 90 degrés. Enfin, c'est comme si vous aviez pris une masse totale fausse. Et du coup, pour la E, c'était la masse totale de la solution, mais pas la masse d'alcool dans la solution finale. Voilà. Ensuite, on vous demandait la masse d'alcool à 90 degrés qu'il doit peser. Là, vous utilisez exactement la même formule qu'avant. Donc, la masse de l'alcool que vous cherchez fois son titre massique en pourcentage. Vous remplaciez par les bonnes valeurs et vous obteniez 182,43. C'était la réponse D. Si vous aviez répondu la A, c'est que vous aviez pris la valeur B pour la masse d'alcool dans la solution finale. Pour la B, c'est que vous aviez tout inversé à la première question et que du coup, vous avez divisé par le mauvais titre massique et tout ça. Pour la C, c'est que vous avez pris la valeur D pour la masse d'alcool. Et pour la E, c'est que vous aviez divisé par le mauvais titre massique. Si vous voulez reprendre vos calculs. Pour la dernière question, non, l'avant-dernière, c'est ça, la dernière question, la masse d'eau osmosée qu'il doit ajouter. La masse d'eau, c'est la masse de la solution finale, moins la masse d'alcool à diluer. Donc voilà, en gros, les trois formules que j'ai mis en rouge dans le diapo, c'est celles qu'il faut vraiment appliquer tout le long. Et voilà, vous avez l'intégralité des formules à retenir. Donc ici, on faisait M60, la masse de la solution finale que vous aviez trouvée tout à l'heure, qui était égale à 300, moins la masse d'alcool à diluer. Et là, l'alcool à diluer, celui que vous utilisiez pour faire la solution, c'était l'alcool à 90. On est bien d'accord que vous diluez un alcool, donc ça ne peut jamais être la masse d'alcool à 60. Enfin, vous ne pouvez pas passer d'un titre massique inférieur à un titre massique supérieur, puisque c'est une dilution. Et donc, du coup, vous obteniez 117,57. Qui était la réponse B. Si vous aviez pris la A, c'est que vous avez pris la mauvaise valeur de la masse de solution finale. La C, c'est que vous avez pris la bonne masse de solution, mais la mauvaise masse d'alcool. La D, c'est la bonne masse de solution, mais au lieu de soustraire la masse d'alcool à 90, tu as soustrait la masse d'alcool à 60 dans la solution finale. Donc, c'est ce que je disais, on ne peut pas passer d'un titre inférieur à un titre supérieur. Et pour la E, c'est que vous avez pris donc la bonne masse de solution finale, mais au lieu de soustraire la masse d'éthanol à 90, vous avez soustrait la valeur B de la question 1. Donc, c'était
c'est que vous avez pris au pif ou vous vous êtes embrouillé. Voilà, c'est tout. Bon, bravo. Donc, bon, ça c'est Juliette qui a fait une super blague, il faut lui pardonner, elle est pas très drôle. Du coup, là on va faire le gros exercice, c'est vraiment c'est le plus gros qu'il peut y avoir, et c'est là où il y a un peu tous les calculs. Ça vous l'avez encore pas eu en interro, donc j'espère qu'on vous a quand même pas trop perdu là-dessus. Donc voilà, donc vous aviez une belle ordonnance. On va d'abord regarder si elle est bien régulière et puis ensuite, la régularité. Et puis ensuite, il y aura tous les tableaux, on vous expliquera petit à petit à quoi ils servaient chaque. Oups, donc là, vous pouvez voir la belle ordonnance. Et du coup, par rapport à la régularité de l'ordonnance, donc, elle est conforme, donc c'est faux. Déjà, vous voyez bien, il y a deux choses déjà qui manquent. Elle n'est pas conforme parce qu'il manque le poids du patient. En effet, là, à chaque fois que je vous avais donné une ordonnance, à chaque fois, je vous mettais le pièce de marquer il manque le poids. C'est pas une mention obligatoire pour l'adulte, mais c'est vraiment une mention obligatoire pour l'enfant parce que c'est super important, parce que tous les enfants ne pèsent pas le même poids, c'est assez logique. Donc, du coup, pour pouvoir réguler, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du poids de l'enfant. Là, on a rajouté, j'avais oublié de le mettre, et du coup, ça nous a fait penser hier pendant la colle, le mademoiselle, mais ça sera remis sur le sujet, du coup. Et ensuite, l'ordonnance devrait être sécurisée, c'est faux. Donc ça, pour savoir ça, il faut que vous alliez regarder dans la petite liste, dans marqué classification. Vous avez marqué codéine, matière première stupéfiante, liste 1 dans un médicament et non exonérable, ou teinture forte d'épicarpe et de mésocarpe d'orange non listé. Donc là, vous regardez tout ça, vous regardez ce que vous avez et vous pouvez dire. Et vu que là, c'est... à la base, la codéine est une matière première stupéfiante et c'est un liste 1 dans un médicament. Ça, c'est bien Pelker qui l'a rajouté, puisque bon, maintenant, on s'en doutait pas. Mais du coup, il faut bien savoir que quand c'est dans un médicament, c'est liste 1, donc il n'a pas besoin d'être sécurisé. Ensuite, la date limite pour la délivrance n'est pas respectée. Bah, si, totalement, 26 mars 2021, il n'y a pas de souci. Et il manque une validation sur l'ordonnance. En effet, il n'y avait pas la signature. Donc, il faut bien faire attention. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit, mais il faut y faire attention parce que c'est super important. Donc voilà, ensuite, du coup, pour la réalisation de la préparation magistrale, il faut que vous réfléchissiez à utiliser la matière première la plus soluble. Vous avez le choix entre la codéine phosphate hémidratée et la codéine base. Donc là, il fallait regarder dans votre tableau que j'ai mis juste en dessous les solubilités et il faut prendre la codéine qui est le plus soluble. Donc là, c'était assez clair que la plus soluble était la codéine phosphate hémidratée. Et là, maintenant, vous allez remarquer à quasiment tout le début des questions, je vous ai mis des petites questions. Par exemple, quel est l'intérêt de choisir une substance active avec une meilleure solubilité? Ça, c'est quelque chose, vous en doutez bien, que vous n'aurez pas au concours parce que ce n'est pas sous forme de QCM. Mais je l'ai vraiment mis là pour que vous compreniez tous les calculs qu'on faisait. Parce que comme je vais le redire par rapport à la colle d'hier, je pense qu'en GAL, on a vraiment tendance à des fois pas trop réfléchir et juste vouloir mettre nos formules le plus rapidement possible. Mais après, il y a une vraie logique. C'est pas pour n'importe quoi qu'on fait tous ces calculs. Il y a une vraie raison. Donc c'est pour ça qu'on va tout vous expliquer au long de du coup, de nos questions, de pourquoi on calcule les choses qu'on calcule, parce que c'est un intérêt. On ne fait pas juste ça pour s'amuser et juste pour faire des calculs, même si des fois on a l'impression que c'est ça. Donc du coup, pour la question, quel est l'intérêt de choisir une substance active avec une meilleure solubilité? Donc ça peut paraître entre guillemets un peu logique, parce que notre médicament, on va vouloir qu'il se solubilise. Et donc plus il sera soluble, plus la dissolution, elle se passera bien, et donc plus l'absorption se passera bien aussi. Ça, je vous renvoie un peu à vos cours du S6 de Muret, il me semble que vous les faites encore cette année, où il explique un peu tout ça. Donc c'est vraiment super important d'avoir un médicament le plus soluble possible pour que tout se passe pour le mieux et que du coup l'absorption soit la plus efficace possible. Ensuite, du coup, pour la question, c'est pas dans l'ordre, mais on a mis les questions à chaque fois avant les QCM. Pourquoi on calcule la masse de substances actives alors qu'on l'a déjà dans cette ordonnance? C'est vrai que comme on peut le voir, comme vous l'avez sûrement devant vos yeux, on vous donne déjà une masse de substances actives, qui me semble de 0,4 grammes, si je ne me trompe pas. Sauf que là, on a bien vu qu'on allait changer de codéine, parce que la codéine phosphate hémidratée est bien plus soluble. Donc du coup, vu qu'on change la substance active, il va falloir qu'on refasse tous les calculs, parce que du coup, on n'a plus la même efficacité. Vu qu'elles n'ont pas la même masse molaire, elles n'ont pas la même efficacité. Du coup, il va falloir tout recalculer pour faire en fonction de cette codéine. Voilà, et Juliette va vous expliquer la question. On l'entend? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Du coup, là, c'est un peu compliqué.
En fait, on avait fait quelque chose de base, mais M. Peltier nous a corrigé, etc. Et je vous avoue que je vais vous expliquer un truc assez compliqué que même moi, des fois, j'ai du mal à expliquer. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Du coup, en gros, donc, comme elle vous l'a dit, on a changé de substance active parce que dans notre pharmacie, on avait les deux codéines. On s'est dit laquelle on choisit. Hop, on choisit la phosphate hémidratée parce qu'elle est plus soluble. Et donc, du coup, on doit peser cette substance active parce que du coup, en fait, les deux substances n'auront pas la même masse molaire. Ça veut dire que leur effet n'est pas leur même. Si on prend la même quantité de phosphate hémidratée et de choline de base, si on la prend la même quantité, elles n'auront pas le même effet parce qu'elles n'ont pas la même masse molaire. Donc, en fait, il faut recalculer la masse qu'on va peser pour l'autre codéine. Et en fait, je peux te couper 2 secondes, s'il te plaît? oui, vas-y, pas de souci. Excuse-moi. En fait, vous comprenez peut-être pas, mais quand on dit on change de codéine, c'est juste qu'en fait, le prescripteur, il va pas s'amuser à vous mettre codéine hydratée, codéine avec chlore, etc. Il va vous mettre juste la substance de base. On change pas vraiment la codéine, on veut juste à la fin 0,4 g de codéine dans ce qu'on a. Le prescripteur, il vous met la substance qu'il veut. Il ne va pas s'amuser à choisir lequel a la meilleure solubilité. Ce n'est pas son travail. Donc c'est pour ça, en fait, le terme changement de codéine, c'est pas, on ne déroge pas à l'ordonnance. Au final, on va respecter l'ordonnance quand même. Juste, on va refaire les calculs en fonction de ce que nous, on va choisir et ce qui est plus apte aux patients. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En gros, bah oui, la substance active est la même. Ça va être les excipients et tout de la matière première qui vont changer. Mais c'est la même chose. Et donc, du coup, il faut calculer quel est le poids équivalent pour cette nouvelle codéine. Et du coup, en fait, là, comme dans le nom l'indique, c'est de la codéine phosphatée hémihydratée. Donc, du coup, en fait, là, je vais déjà vous expliquer comment comprendre la logique. Donc, du coup, quand vous regardez, si tu peux montrer, Louise, l'équation codéine, phosphate, H2O, 2 codéine. Donc, voilà, cette équation, ça vous explique qu'en fait, du coup, la codéine hémiphosphatée, ça va être donc la première partie de la flèche. Et en fait, du coup, quand elle va faire la réaction, en gros, on va obtenir 2 molécules de codéine. C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, là, comme on obtient 2 molécules de codéine, pour trouver le nombre de moles équivalent au nombre de moles de codéine dans l'ordonnance, on va écrire l'équation que j'ai mis en bas. Le nombre de moles de codéine phosphatée hémihydratée divisé par 2 est égal au nombre de moles de codéine. Donc voilà, j'ai mis en violet les 2 codéines pour que vous voyez un peu qu'en fait, du coup, on divise par 2 le nombre de moles de choline phosphatée hémihydratée pour avoir le même nombre de moles. En fait, c'est un peu compliqué, mais il faut raisonner en nombre de moles. Ce qu'on veut, on veut le même nombre de moles de codéine, et après, du coup, la masse molaire, comme elle change, et du coup, la masse, elle change, vu que vous savez que N est égal à petit m sur grand M. Et du coup, quand vous avez ça, vous pouvez en déduire que vous savez que N, comme je l'ai dit, c'est petit m sur grand M. Donc, vous pouvez faire M égal à petit m sur grand M. Et du coup, diviser par 2, parce que c'est ce qu'on a vu, ce que je viens de vous expliquer. Du coup, ça fait 0,4 divisé par 299,7 divisé par 2. Et là, du coup, on obtient bien le nombre de moles qui est égal à 0,00667 moles. Donc là, comme c'était une notion assez compliquée et que je ne suis pas sûre qu'il vous ferait un truc comme ça pelleté, on vous a déjà mis dans l'énoncé, je vous avais mis le nombre de moles de cette codéine phosphatée hémihydratée et le nombre de moles de la codéine de base pour vous choisissez la bonne. Nous, comme on a la codéine phosphatée hémihydratée, on prend ce nombre de moles et on multiplie tout simplement par la masse molaire, du coup, 812,7, et du coup, on obtient notre masse 0,542 grammes. Donc, voilà. Donc en fait, ce que vous aviez à faire, c'était juste ça, on est d'accord, ça. Voilà. C'est ce qu'il voulait que vous fassiez de base et qu'on a dit, oh, c'est peut-être un peu dur quand même. Et du coup, on a dit que ça suffirait. Voilà. Je vous l'explique quand même parce qu'on ne sait jamais, il peut du coup vous le poser quand même, on sait pas. Mais c'est vrai que nous, de base, on n'avait pas raisonné comme ça. On avait fait directement, parce que d'habitude, en fait, vous faites la N codéine phosphatée est égale à N codéine et vous déroulez une équation comme ça. Normalement, si vous avez des annales, vous l'avez déjà vu. Là, c'est un peu changé, vu que c'est de l'hémidratée, il fallait diviser par 2 le nombre de moles. Donc voilà.
Donc, en soi, au final, comme elle dit, oui, vous avez juste à faire le dernier calcul. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, c'est moi qui recommence. Du coup, la question, c'est pourquoi calcule-t-on le volume de teinture alors que nous avons déjà sa masse dans l'ordonnance? Et bah, du coup, en fait, la masse qui est marquée sur l'ordonnance, ouais, j'ai relu cette information, je suis pas hyper d'accord avec ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Donc du coup, en fait, on va avoir besoin de son volume pour ensuite des calculs qui vont arriver plus tard. Mais en soi, j'avais mis ça parce que je disais que c'était beaucoup plus précis de mesurer une masse qu'un volume. On détermine le volume car il nous sera nécessaire aussi pour les prochains calculs. Bon, c'est beaucoup plus précis de mesurer une masse qu'un volume. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Ici, Louis, c'est moi qui ai rajouté, c'est Pelquet qui l'a mis dans la correction. Ah, bon, bah alors c'est beaucoup plus précis de mesurer une masse par le De volume. toute façon, c'est plus précis de mesurer une masse qu'un volume. Oui, c'est vrai. C'est sûr, Oui. quand vous pesez, quand vous allez sur la balance de paillasse ou... Enfin, tu Oui. vois la différence. Mais en vrai, si tu fais avec une pipette graduée, tu as quand même une précision quand même. Ouais, mais tu peux pas mettre autant de volume, je pense. Enfin, je sais pas. Oui. Oui, enfin bon, en tout cas, s'il l'a rajouté, c'est que c'est le cas. Et du coup, en plus, on va pouvoir l'utiliser, enfin, on en aura besoin forcément dans nos prochains calculs. Donc là, quel est le volume de teinture doit-on ajouter? Là, il y a deux choses. Vous écoutez grand vos oreilles. Il y a deux choses à absolument savoir et à ne jamais oublier. C'est la densité de sirop et la densité de teinture. La densité de sirop, elle est de 1,32 et la densité de teinture, elle est de 0,9. On ne vous la donnera pas le jour des partiels. C'est quelque chose qui est hyper important à connaître. L'année dernière, il nous l'a bien précisé parce qu'il voulait faire la différence entre les gens qui venaient en cours de pharmacie et les gens qui n'écoutaient pas. Donc vraiment, enregistrez-la, c'est super important. Voilà, c'est dit. Donc ça, vous en aurez besoin. Donc en fait, là, après, ça va être un calcul avec une formule de lycée. Il neige chez moi. C'est improbable. Désolée. C'est vraiment improbable. Donc, désolée, je me reconcentre. Donc, du coup, c'est une formule de lycée que vous devez connaître. C'est ρ est égal à m sur v. Ça, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez. Donc, ρ, la masse volumique, et donc, m, la masse en grammes, et le volume en litres. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment bien à connaître. Et ensuite, nous, ce qu'on cherchait, c'était le volume. Donc, du coup, le volume de teinture, on remplaçait par la masse de la teinture qu'on avait, qui était de 10 grammes, et on divisait par ρ, qui était égal de 0,9, et du coup, c'était bien égal à 11,11. Voilà. Donc ensuite, pourquoi calcule-t-on le volume de sirop alors que son volume est déjà donné dans l'ordonnance? Là aussi, un énorme warning, un truc que j'ai grave mis du temps à comprendre. Quand on vous dit QSP, ça veut dire que, en fait, c'est... là, c'est noté, mais en gros, ça veut dire que la quantité totale de votre sirop fera 300 ml. Ça veut dire qu'en ajoutant l'eau et en ajoutant le volume de teinture ou le volume de sirop, oula, voilà. Du coup, c'est bien. Donc, ce que je disais, c'est que du coup, c'est la quantité totale qui est égale à 300 ml. Donc, il va falloir enlever la quantité d'eau et la quantité de teinture. C'est vraiment, en fait, c'est la quantité pour arriver aux 300 ml de fin. Je sais pas si... Oui, hop. Et du coup, voilà. Tu voulais parler, Méré, ou pas? Non, c'est juste que j'ai désactivé mon micro sans faire exprès. Ah, bon, tout de suite. Et du coup, je vais changer. C'est bon, je crois que j'ai tout dit. Du coup, pour calculer le volume de sirop simple qu'on a besoin, ça sera donc pas 300 ml, mais ça sera bien le volume de sirop. Donc, c'est la quantité QSP totale moins le volume de teinture plus le volume d'eau. Et on est d'accord que ceux-là, on les met bien ensemble parce que sinon, ça ne nous donne pas le même calcul. Ça ne nous donne pas la même réponse, je veux dire. Et là, pareil, chose importante. Là, on se permet de transformer directement le volume d'eau en masse parce que la densité de l'eau, elle est égale à 1. C'est pour ça qu'on peut directement transformer. Ça, faut bien que ça soit clair. Il n'y a qu'avec l'eau qu'on peut faire ça. C'est que si la densité est de 1 qu'on peut directement passer de l'un à l'autre. Sinon, il faut forcément qu'on repasse par la masse volumique. Donc, voilà. Ensuite, quelle est la masse de sirop simple? On va repartir de la même formule de tout à l'heure que je vous disais que ρ est égal à m sur v. On la transforme parce que là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la masse. Et du coup, le volume, on l'a calculé juste avant, c'était le résultat qui était juste là, donc de 268,89, qu'on va multiplier par le ρ, que je vous disais qu'il faut bien connaître. Je réinsiste, 1,32 pour le sirop. Et ensuite, on faisait le calcul de manière classique et on arrivait à 356,35. Ensuite, pour calculer maintenant la masse totale
du coup de cette préparation, il fallait bien... du coup, là, on posait la question quelles sont les masses à utiliser. Donc là, je vous faisais le topo de toutes les masses. Donc, il y avait bien la masse de substance active qui était égale à 0,542, la masse de l'eau de 20, la masse de la teinture 10 grammes. Attention, là, on ne prend pas le volume, on reprend la masse de base. Ensuite, on fait la masse de sirop, 356,35 qu'on vient de calculer. Et par contre, il ne fallait absolument pas oublier la masse de pseudoéphédrine parce qu'elle est bien mise dans l'ordonnance, on ne l'a pas utilisée tout à l'heure, mais c'est super important de ne pas l'oublier. Donc voilà. D'ailleurs, il y avait un truc que je voulais dire, il me semble que je l'ai oublié. Ah c'était pas là, c'est tout à l'heure, donc ça tombe bien. Je crois que c'était pas là non plus. Non, ce sera plus tard. Ah non, si, c'était bien ça que je voulais redire. Là, j'ai oublié de vous le redire, mais je vous le reprécise à la question 6, si on n'avait pas dit que le chloridate de pseudoéphédrine est totalement dissous dans cette préparation, il aurait fallu le compter dans les volumes. Mais du coup, là, on ne vous l'a pas compté, donc il n'y en a pas besoin. Mais là, on précise bien que c'est dissous, c'est pour ça qu'on ne le compte pas dans les volumes. Et donc, pour la masse utilisée pour calculer, donc voilà. Donc là, il fallait simplement tout additionner. Il me semble qu'il n'y avait pas de haie de calcul pour ça, parce que c'est un calcul que vous pouvez poser de manière assez classique. Là-dessus, vous n'aurez pas d'aide de calcul pour des additions ou des soustractions. C'est à vous de savoir les poser. Voilà. Alors, du coup, là, les questions qui arrivent après, enfin, celles de Louise aussi de toute façon, ça va être des questions où si vous n'avez pas réussi les questions d'avant, et ben du coup, c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois, vous avez vu, j'ai mis CF question 6, CF question 8. Donc, voilà. C'est pas pour vous faire paniquer, mais il y a des questions qui sont liées forcément en galénique. Et là, du coup, on vous demande quelle est la concentration en saccharose de la préparation exprimée en masse-masse. Quand on vous pose des questions comme ça, vous lisez bien dans l'énoncé, et là, on voit bien que c'est masse-masse. Donc, du coup, je vais prendre ma concentration de saccharose en masse, et du coup, la masse de ma préparation. Donc, du coup, on sait qu'on a ajouté 268,89 ml de sirop. Ça, on l'a fait dans la question 6. Et du coup, on va faire un produit en croix avec ce qui nous est donné dans l'énoncé afin de savoir ça représente quelle quantité. Parce qu'on sait que dans ces millilitres de sirop, on a 86,5 grammes de saccharose. Donc, on fait un produit en croix, j'ai envie de dire bêtement, donc 268,89 fois 86,5 divisé par 100, et on trouvait du coup qu'on avait 232,6 grammes de saccharose. Donc là, on a notre masse de saccharose. On a calculé notre masse totale à la question juste avant la question 8. Donc là, on peut calculer du coup notre concentration masse-masse. Et concentration masse-masse, c'est tout simple. C'est la masse de saccharose sur la masse totale de la préparation fois 100 pour obtenir un pourcentage. Et donc du coup, vous obtenez 60%. Attention du coup de ne pas oublier de multiplier par 100. Oui, ça c'était un piège qu'ils nous avait fait au partiel. Donc vraiment bien retenir qu'il faut bien multiplier par 100 parce que du coup ça c'est vraiment pas juste, quoi. Et du coup, cette question, elle est liée avec la question d'avant parce qu'on dit, sachant qu'un sirop doit posséder une concentration en saccharose supérieure ou égale à 45% masse-masse, quelle est la bonne proposition? Donc nous, on a calculé qu'avant, on était à 60% masse-masse, donc on est largement supérieur. Donc du coup, notre préparation, c'est bien un sirop et pas une potion, et elle peut être conservée 1 mois. La préparation contient des conservateurs, c'est faux parce que justement, en fait, notre sirop, comme il a une bonne concentration, c'est lui qui va faire office de conservateur. En fait, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres conservateurs. Donc ça, c'est plutôt des questions de cours. Alors là, quelle est la concentration de codine de base en masse-volume dans la préparation? Vous avez vu que j'ai mis des trucs en rouge. Déjà, quelle est la concentration de codine de base? Donc, en fait, de codine de base, c'est que je vous ai mis en rouge parce que pour ne pas vous tromper, de reprendre la masse de la nouvelle codine qu'on avait calculée à la question 4. Non, là, c'est quelle est la concentration de codine de base? C'est la codine qu'il y avait sur l'ordonnance, c'est 0,4 g. Et du coup, c'est en masse par volume. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, c'était masse-masse, et là, c'est masse par volume. Donc, au lieu de prendre la masse de la préparation, on prend le volume. Le volume, c'est facile, c'est donné dans l'énoncé. Donc, en fait, pour cette question, en fait, je dis n'importe quoi pour les autres questions. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait les questions d'avant parce que du coup, 0,4 et 300 ml, c'est dans l'énoncé. Donc, vous avez juste à faire 0,4 divisé par 300, masse sur volume, fois 100 pour toujours avoir un pourcentage. Et du coup, c'était la D. Oui, juste, c'est plus juste de dire codéine base parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle en fait. C'est pas codéine de base, c'est codéine base.
Ouais, C'est juste pardon. pour pas vous embrouiller, parce que bon, toi, Juliette, en le disant, c'est comme ça que tu l'as compris aussi. Ouais. Et Mais- je suis en train de voir, c'est faux, hein, tu as oublié de multiplier par 100, c'était pour celle d'après. Ah, je pense que vous aurez calé. Oui. Quelle est la concentration de pseudoéphrine en masse volume? Donc là, toujours pareil, on lit l'énoncé, masse volume, là c'est pseudoéphrine. La pseudoéphrine, c'était facile, on ne pouvait pas s'embrouiller, on nous donnait qu'une fois que c'était 1,2 g. Donc 1,2 g sur 300 fois 100, et là 0,4 g. Voilà, c'est des questions, c'est tout le temps les mêmes de toute façon. Et vous avez les aides au calcul, donc normalement c'est pas trop compliqué. Puis une fois qu'on a capté, ça va bien. Donc ensuite, ça, c'est plus des questions, on a l'impression d'être un peu plus pharmacien quand on répond à ça. Du coup, bah, quelle est la... Donc là, la question, c'est quelle est la dose de codéine par prise? Donc là, je ne sais pas si vous l'avez précisé cette année, mais nous, en tout cas, ils nous l'avaient précisé que c'était vraiment quelque chose à savoir. C'était les différents volumes dans une cuillère, à quoi ça correspondait. Il faut le savoir, ça. Ouais, mais je ne sais pas s'il les aura précisé. Donc en tout cas, si vous l'avez En tout précisé... cas, même si vous ne l'avez pas précisé, il faut le savoir, parce que Voilà. ça peut tomber au partiel, même si vous ne l'avez pas dit. Donc du coup, pour la cuillère à café, c'est 5 ml, pour la cuillère à dessert, c'est 10 ml, et pour la cuillère à soupe, c'est 20 ml. Donc dans notre cas, on sait que bah, du coup, il y a une cuillère à café, donc c'est 5 ml. On disait que dans l'ordonnance, je vais retrouver que c'était une cuillère à café 4 fois par jour. Donc vu c'est par dose, on fait c'est une cuillère à café à un moment de la journée, donc ça c'est la dose. Donc par exemple, si on aurait dit, si je ne me trompe pas, si on aurait dit 2 cuillères à café 2 fois par jour, il aurait fallu multiplier par 2. On est d'accord, hein? Oui, c'est par prise, dit plutôt Voilà. par prise. Oui, j'ai dit par dose, oui, c'est par prise. C'est la dose par prise. Oui. J'ai mal, je me suis embrouillée. Donc du coup, après là, c'était classique, c'était en fait une sorte de petit produit en croix tout simple. Donc on sait que dans 300 ml, on a 400 mg de codéine. Donc vu que nous, on a 5 ml, combien on en a? Et donc là, il y avait un petit produit en croix tout bête et méchant. Et là, du coup, il y avait une petite conversion à faire entre les deux pour arriver à au bon résultat. Et là, ensuite, pour quelle est la dose de codéine par 24 heures? Et bien là, on vous dit qu'il en prend 4 fois par jour. Donc, il suffisait simplement de multiplier par 4. Et on avait le 26,64 qui sortait gentiment. Voilà. Ensuite, Juju, c'est reparti pour toi. Après, du coup, c'était un peu plus des questions de cours et sur les étiquettes. Pardon. Alors là, du coup, on a fait une question un peu pour vous rajouter du cours, c'est quelle serait la couleur du liseré si cette substance entrait dans la composition d'une spécialité? Parce qu'en fait, en soi, là, vous avez bien compris qu'on préparait une préparation magistrale. C'est pas du tout une spécialité qu'on aura au bout. On n'aura pas un truc... on n'aura pas des comprimés qu'on a fait chez l'industriel. C'est une préparation magistrale, donc en soi, c'est pas une spécialité. C'est pour ça que j'ai mis au conditionnel serait. Donc du coup, et comme une substance active a été de liste 1, et bien du coup, le liseré, c'est de couleur rouge. Voilà, et liste 2, c'est couleur vert. Normalement, ça dans votre cours. Et du coup, là, par contre, c'est vraiment l'étiquetage qu'on fera à la fin de notre préparation. Quelle contre-étiquette doit-on ajouter sur la préparation magistrale? Et bien, ça va être la contre-étiquette uniquement sur ordonnance, parce qu'elle est liste 1 et elle est non exonérée. Et du coup, respecter les doses prescrites. Donc, du coup, voilà, c'est un exemple de ce que j'ai mis en bas. Ce que j'ai mis en bleu barré, c'est parce qu'il écrit ne pas avaler, alors que bah, nous, c'est un sirop, bien sûr que si, il faut l'avaler. Et donc, du coup, quelle est la couleur? Donc, pour uniquement sur ordonnance, c'est toujours en blanc. Et sinon, pour ne pas avaler et les doses précises, c'est en rouge. Et là, on n'avait que doses précises. Donc, c'est bien en rouge. Et enfin, dernière petite question. Où est-ce que nous stockons ces préparations? Donc, du coup, comme c'est une liste 1, doit être stocké en étant non accessible au public. Donc derrière le comptoir par exemple, mais ça c'est plus pour les spécialités. Les préparations elles sont plutôt derrière dans l'arrière pharmacie. Voilà. Je vous refais un petit mot à la fin, ça peut vous faire peur un peu ce type d'exercice, mais le plus important c'est d'être organisé. Vraiment sur votre brouillon, essayez d'être le plus organisé possible pour ne pas vous embrouiller, bien mettre en avant ce que vous avez trouvé à l'avance en mettant à côté ce que c'est pour pouvoir ensuite le réutiliser à la fin, bien noter si c'est une masse, bien noter si c'est un volume pour vraiment ne pas vous embrouiller et rester dans les bonnes unités parce que les conversions, ça M. Pécard il adore, donc on fait vraiment attention à être bien dans les bonnes unités et ensuite tout devrait... bien rouler comme il faut. Et Béré, on a besoin de toi parce que c'est toi. Ouvrez la porte à mon chat. Voilà.
Alors, du coup, on passe à l'exercice 3 et c'est quand même plus simple que l'exo 2. Donc, vas-y. Attends, je sais pas. Oui, voilà. Donc, là, c'est le sujet. Hein, si vous avez préparé le sujet, voilà. Bon, j'avoue que j'ai repris la composition du Colchimax, mais bon, ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Donc, cette préparation, vous la verrez jamais en vrai, parce que c'est une spécialité qui existe sous forme de spécialité. Donc, bon, voilà. Bref, les calculs, ça reste les mêmes quand même. Donc, vous avez une préparation donc, pour voie orale, colchicine 19 mg, thiémonium méthylsulfate 1,2 g et lactose QSP 20 gélules. Donc, QSP, ça veut toujours dire quantité suffisante pour. Donc, ça veut dire qu'en fait, faut mettre le lactose pour compléter en fait les gélules parce que vous doutez bien que dans votre gélule, si vous mettez juste 19 mg divisé par 20 et 1,2 divisé par 20, elle va être un petit peu vide votre gélule et puis elle ne va pas être très bien tolérée surtout. Donc ensuite vous aviez un tableau avec les informations donc, sur la colchicine et le thiémonium méthylsulfate. Il n'y a pas d'informations sur le lactose parce que le lactose c'est un excipient, donc il n'y a pas d'histoire de liste, etc. C'est juste un excipient pour apporter du volume diluant. Voilà, donc vous avez une colonne pour non divisé en prise, concentration maximale, pourcentage en poids, divisé par prise et quantité maximale délivrée au public. Donc là, il va falloir déjà faire attention à la forme de votre préparation. Là, vous avez une forme gélule, donc ça veut dire que c'est une forme divisée en prise, donc vous vous intéressez qu'aux colonnes divisées en prise et quantité maximale remise au public. Donc, vous ne vous servez pas de non divisé en prise, concentration maximale, pourcentage en poids. De toute façon, vous n'aviez pas d'information, il n'y a pas d'information dans la pharmacopée pour le thiémonium méthylsulfate. Donc, l'ordonnance, la première question. Oui. Ah, bon, je ne l'ai pas mise. Bon, du coup, la première question, retourne avant, parce qu'en fait, j'avais mis la photo de l'ordonnance. Voilà. Donc, l'ordonnance est-elle conforme? Donc, bien sûr, avant de délivrer quoi que ce soit à des patients à l'officine, vous vérifiez que l'ordonnance, elle est conforme. Donc là, vous voyez, vous avez bien toutes les informations qu'il faut sur le prescripteur, toutes les informations qu'il faut sur le patient. Donc, vous vérifiez la date. J'ai voulu mettre une date drôle, mais en fait, c'est pas du tout marrant parce que vous auriez pu dire que l'ordonnance, elle n'était pas conforme. Je suis un peu con, désolée. J'ai mis 31 février, mais bon, voilà, je m'en suis rendu compte trop tard. Donc, elle était conforme quand même. Je suis désolée si vous êtes tombé dans le truc du ça n'existe pas le 31 février. Donc, vous voyez si l'ordonnance, donc, elle est bien prescrite, ça fait bien moins de 3 mois qu'elle a été faite. Donc là, c'est OK. Ensuite, vous vérifiez qu'elle n'a pas déjà été délivrée, donc vous vérifiez dans votre logiciel. Et ensuite, vous voyez, donc il y a bien la signature du prescripteur, etc. Donc l'ordonnance, elle est conforme. Ensuite, la colchicine est-elle exonérée dans cette préparation? Donc c'est la diapo d'après. Donc la colchicine, c'est une substance qui est classée parmi les substances vénéneuses de liste 1. Donc, pour savoir si la colchicine elle est exonérée, donc c'est-à-dire qu'elle va passer, exonérée, ça veut dire qu'elle passe de liste 1, donc de la réglementation des substances liste 1 à hors liste, donc réglementation des substances hors liste. Donc pour ça, il va falloir vous référer, comme je vous ai dit, au tableau, donc quantité divisée en prise, donc dose limite par unité de prise, et quantité maximale délivrée au public. Donc, pour ce qui est de la dose limite par unité de prise, pour que votre substance elle soit exonérée, alors, il faut que la masse maximale remise au public elle soit inférieure à 0,1 g. Donc, ça, c'est marqué dans le tableau. Et ici, on est donc à 19 mg en tout remis au public, ce qui fait 0,019 g. Donc 0,019 g, c'est bien inférieur à 0,1 g. Donc déjà, la colchicine, elle respecte cette... du point de vue de la quantité maximale délivrée au public, elle est exonérable, mais il faut toujours vérifier la dose limite par unité de prise, parce que s'il y en a une des deux conditions qui n'est pas vérifiée, la colchicine, elle ne sera pas exonérée, elle sera pas exonérable et elle ne sera pas exonérée.
Donc ensuite, la dose limite par unité de prise. Donc pour que la colchicine elle soit exonérée, il faut que la masse de colchicine par unité de prise elle soit inférieure à 0,001 g, donc 1 mg. Ici, la dose par unité de prise, c'est de 19 mg en tout pour 20 gélules. Donc, ce qui fait 19 mg divisé par 20 gélules, ce qui donne 0,95 mg par gélule. Ensuite, on aura donc dans chaque comprimé, n'importe quoi, dans chaque gélule, hein, c'est pas comprimé, 0,95 mg de colchicine. Donc, on est bien inférieur à 1 mg par rapport à la dose limite, donc par unité de prise qui est de 1 mg. Donc là, vous avez les deux conditions d'exonération de la colchicine qui sont validées. Donc, en gros, il y a exonération de la colchicine. Donc, voilà. Donc, elle passe de liste 1 à hors liste, du coup. Et oui, pour information, la colchicine, c'est un anti-goutteux, donc c'est contre les douleurs de la crise de goutte. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du thiammonium méthylsulfate, donc on analyse toujours les deux substances actives. Là, c'était les deux substances actives de la préparation. Donc, encore une fois, on est par unité de prise puisqu'on est toujours dans des gélules, donc vous vous référez aux mêmes colonnes que pour la colchicine. Donc, cette fois-ci, elle fait partie des substances de liste 2. Donc, voilà. Pour ce qui est de la quantité maximale donc délivrée au public, on va avoir le thiammonium méthylsulfate. Pour qu'il soit exonéré, il faut que la dose maximale remise au public soit inférieure à 5 grammes. Et ici, donc, on voit dans la prescription qu'elle est de 1,2 g. Donc, la quantité en tout que vous allez délivrer, que vous allez sortir de votre stock, elle sera inférieure à 5 grammes. Donc, de ce point de vue, le thiammonium méthylsulfate est exonérable. Ensuite, on se réfère donc toujours à la deuxième condition, donc la dose limite par unité de prise. Donc, pour que le thiammonium méthylsulfate soit exonéré, il faut que la masse de thiammonium méthylsulfate par unité de prise soit inférieure à 0,25 g. Ici, on est à 1,2 g, du coup, divisé toujours par 20 gélules parce que l'unité de prise, c'est une gélule. Donc, dans une gélule, en faisant le calcul 1,2 g divisé par 20 gélules, ça vous fait 0,06 g. Donc, on aura dans chaque gélule, toujours, hein, je me suis acharnée sur les comprimés, mais 0,06 g de thiammonium méthylsulfate. Donc, ces 0,06 g par gélule, c'est bien inférieur à la dose limite par unité de prise, qui est de 0,25 g. Donc, de ce point de vue-là aussi, le thiammonium méthylsulfate est exonérable. Donc, les deux conditions sont réunies. Vous avez une exonération du thiammonium méthylsulfate. Donc, passage de la liste 2 à hors liste. Donc, voilà. Ensuite, si tu peux passer le diapo. Donc, du coup, vous avez les deux substances actives de votre préparation, donc la colchicine et le thiammonium méthylsulfate, qui vont être les deux exonérés. Donc, on passe de la liste 1, c'est-à-dire parce qu'en fait, quand vous avez, si par exemple, comprenez bien ça, si la préparation, elle n'avait pas été exonérée, on est d'accord qu'on a une substance qui est liste 1 et une substance liste 2. Si dans mon exercice, j'avais fait pour que la préparation ne soit pas du tout exonérée, que la colchicine reste liste 1 et que le thiammonium méthylsulfate reste liste 2, on est d'accord que du coup, la préparation, elle aurait été liste 1. Parce qu'on prend toujours la liste la plus haute. C'est logique. Par exemple, si vous mettez à une autre échelle, je ne sais pas moi, une préparation avec un stup et un hors liste et un liste 2, on est d'accord que le stup, il ne va pas passer hors liste. Donc, du coup, c'est logique. Voilà. Donc là, on passe la préparation, donc de la liste 1 avant de faire les calculs, à hors liste. Donc, votre préparation, elle va être non listée puisque toutes les substances actives à l'intérieur sont exonérées. Et donc, ensuite, la dernière... Donc, oui, on a fait la question 3, la question 4. Et de quelle couleur sera l'étiquette à coller sur le pot de la préparation? Donc, l'étiquette, elle sera blanche parce que la couleur de l'étiquette, elle est indépendante de la liste. C'était un petit piège. Enfin, un piège, non, même pas.
Voilà. Et Béré, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Il y en a qui disent que dans ton ordonnance, il manque la spécialité du spécialiste, justement. Que tu n'as pas précisé c'était un quoi. Un médecin Ah. généraliste. Est-ce que c'est une mention? Ben, écoutez, quand je l'ai envoyé à... Oui, c'est vrai, mais quand je l'ai envoyé à M. Belker, il m'a pas corrigé, il m'a dit qu'elle était conforme quand même. Mais je pense qu'il n'a pas fait attention non plus, parce que moi non plus, j'ai pas fait attention, je pensais que je l'avais mise. Donc oui, vous avez raison, parce qu'il faut qu'il y ait marqué cabinet de médecine générale ou un truc comme ça. Je pense que M. Belker, il l'a pas vu non plus quand il a corrigé mon exercice. Et moi, je l'avais pas vu non plus. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Donc voilà, c'était juste pour terminer. Oh oui, se passe ma dernière diapo. Ah, j'avais pas vu, désolée. Attends, on va repasser ta dernière diapo, désolée. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, Voilà. merci. C'est vraiment qualitatif, Juliette. Juliette, ça se voit que tu as mis du temps là, hein. Merci. Ah ouais, je suis allée chercher la photo et tout. Merci. Je suis pour ton implication. Alors attends, je vais arrêter là.